Bonjour à tous, merci et encore merci d'être avec nous ce matin. Je me permets d'insister car la voix est libre et de plus en plus regardée et c'est grâce à vous. Cela fait vraiment plaisir de constater que cette émission remplit à sa manière sa mission de service public. Voilà pour le message personnel. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Sophie Robert. Bonjour à vous, Madame Robert. Bonjour, monsieur. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Madame Robert, vous êtes à la tête du Front National dans la Loire, un département qui, ces dernières années, donne au Front National ses plus forts scores aux élections, en tout cas en Rhône-Alpes. Vous êtes également conseiller régional depuis 2010, candidate à plusieurs reprises dans le département, notamment lors des dernières législatives. Et on peut dire que c'est à ce moment-là que nos téléspectateurs vous ont découvert, femme politique depuis peu d'années finalement, mais vous êtes militante depuis votre adolescence, presque 25 ans, au sein du Front National. Est-ce que vous avez regardé François Hollande jeudi soir ? Bien sûr, je me suis efforcée, ça a été difficile, mais je l'ai suivi. Je vais vous faire écouter un court passage, une annonce dite surprise, qui va certainement susciter une réaction de votre part. On l'écoute. On va garder l'universalité des prestations familiales, des allocations familiales, pour être précis. Mais que les plus hauts revenus aient les mêmes allocations familiales que les plus bas, non. Ça sera revu. Alors je disais que ça allait susciter une réaction parce que vous êtes mère de famille également, vous avez 5 enfants. Oui. Comment vous réagissez à cette annonce ? Alors encore une fois, j'ai l'impression que M. Hollande brasse du vent. La Hollande est le pays des moulins à vent. Il l'a illustré encore une fois. On a l'impression que la famille est le défouloir de M. Hollande, alors que nos compatriotes ont des difficultés pas possibles pour finir les fins de mois. Il s'attaque qu'à une seule chose, la famille. Et donc là, bien sûr, il veut saigner les familles moyennes, les revenus moyens. Là, c'est les plus hauts revenus, hein. Parce que ça ne vous choque pas l'idée finalement qu'on reçoive la même chose quand on est une famille à haut revenu et lorsqu'on est une famille des classes populaires ou des classes moyennes ? Ah non, pas du tout. Les allocations familiales ont été faites parce que dans un pays, une société a besoin d'enfants pour se développer. Et l'effort national partagé pour réduire la dette publique ? Puisque c'est la justification donnée par François Hollande. Une société a besoin d'avoir des enfants. Et donc, les allocations familiales ont été faites pour ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de minimum de revenus ou de maximum pour recevoir. C'est une incitation. Et effectivement, quand on est une famille moyenne avec 2200 € par mois, c'est pas anodin d'avoir des aides, des allocations familiales. Dans cette émission, nous parlerons de la désindustrialisation, du mal logement et de la culture. Et puis, il y aura le face-à-face après le flash de midi. Paul Satis, bonjour. Bonjour. Au menu, bien sûr, les municipales de 2014. Oui, d'autant que le Front National se sent un peu poussé des ailes, notamment après la législative partielle dans l'Oise. Mais pour gagner des villes, il faudrait des alliances avec l'UMP, notamment, sans piternelle question qu'on posera évidemment à Sophie Robert. A tout à l'heure, Paul, juste après le flash de midi. Redressement judiciaire, dépôt de bilan, liquidation, des mots que vous entendez régulièrement dans nos journaux régionaux, des mots qui font mal, des mots d'un mal français, la désindustrialisation de notre pays. C'est le thème de notre premier débat. J'invite Frédéric Sanchez à nous rejoindre. Monsieur Sanchez va me rejoindre donc sur le plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Sanchez, vous êtes secrétaire adjoint de la Fédération des métallos de la CGT. La CGT, vous avez adhéré il y a 20 ans, du reste cette année. Délégué syndical chez un sous-traitant automobile à la Talaudière. D'abord, une petite réaction sur le discours de François Hollande. Le discours de François Hollande... Vous avez été convaincu ? J'ai pas été convaincu sur les réponses qu'il devait apporter à l'urgence sociale. On a eu un président qui a usé de pédagogie pour nous expliquer que la politique qui était menée aujourd'hui... allait apporter des réponses dans les mois et les années qui viennent, sauf qu'aujourd'hui, il y a besoin de réponses immédiates par rapport à la situation que vivent les salariés dans les entreprises. Et un axe qu'il aurait pu tout de suite annoncer lors de cette intervention télévisée, c'est mettre une loi contre les licenciements boursiers, qui aurait été un geste fort par rapport à la souffrance que vivent les salariés dans les entreprises de la métallurgie et dans l'industrie en général. Les licenciements boursiers, vous êtes contre Front National ? Bien sûr, on est le parti, je crois, qui défend le mieux les ouvriers, parce qu'on est le seul parti qui, depuis de nombreuses années, dit que effectivement la mondialisation est mauvaise pour notre industrie
et que notre industrie souffre d'une casse qui a été programmée depuis des années, qui voit la fuite de nos capitaux, la fuite des cerveaux et qui a chargé le coût du travail. Et donc, on voit bien qu'effectivement, on fait rentrer une main-d'œuvre à bas coût qui va concurrencer nos ouvriers français et qu'en même temps, on ne met pas de frontières économiques et donc on ne protège pas notre industrie et que du coup, on se tire 2 fois une balle dans le pied. Frédéric Sanchez. Moi, je ne partage pas tout à fait l'analyse que vous apportez aujourd'hui. La question, ce n'est pas de mettre en concurrence les salariés des pays soi-disant à bas coût et des pays à fort niveau de technologie. La question aujourd'hui est de tirer les minima sociaux de tous les pays vers le haut. Et on aurait peut-être un rééquilibrage de l'activité industrielle et une relance de l'économie. Le deuxième point sur lequel on pourrait aujourd'hui avoir un débat qui me paraît crucial dans la période, c'est la question de la relance de la croissance par une relance du pouvoir d'achat et bien évidemment sur la question des salaires, des minima sociaux et de tout ce qui fait la qualité sociale de la France aujourd'hui. Cette question n'est pas venue malheureusement dans l'intervention télévisée et je pense que le nœud du problème et les préoccupations majeures des salariés dans les entreprises, c'est bien évidemment la question de l'emploi et de la pérennité de l'emploi, mais un emploi de qualité avec des salaires qui correspondent à la réalité et aux besoins des populations aujourd'hui. Je pense que c'est un débat qui mériterait d'être au centre des préoccupations et pas les débats qui sont aujourd'hui stéréotypés sur des sujets qui n'intéressent pas les salariés dans les entreprises. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Et je crois que la solution pour sortir de ce problème d'emploi, elle doit venir de l'État. L'État qui doit être stratège, l'État qui doit protéger certains pans de notre industrie. Et le seul moyen pour pouvoir rivaliser avec le coût du travail des pays étrangers, c'est quand même de mettre des frontières économiques, de faire un protectionnisme à nos frontières. Et ça, ce n'est pas le gouvernement socialiste ni le gouvernement UMP qui vont le faire parce qu'ils se sont liés. Ils se sont liés à l'Europe et ils sont aux ordres des nains de Bruxelles qui nous imposent tout ce qu'on doit faire. Et tant qu'on acceptera qu'il y a une immigration qui arrive et qui pèse à la baisse sur les salaires de nos ouvriers et qu'en même temps on permette que nos grosses industries délocalisent, tant qu'il y aura ça, on n'y arrivera pas. On voit bien, vous êtes dans l'automobile, monsieur, plutôt dans l'industrie automobile. Qu'est-ce qui se passe ? Alors Peugeot dit qu'effectivement, ils veulent fermer. Et puis ensuite, ils reviennent en arrière en disant non, bah alors on ne va pas fermer, mais on va baisser les salaires ou geler les salaires. Mais c'est quoi ce chantage qu'ils nous font ? À côté de ça, le gouvernement permet qu'ils ouvrent au Maroc des usines. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Nos ouvriers ne sont pas défendus. Une fois de plus, je ne défends pas votre analyse, étant donné qu'à la CGT, on considère que le coût du travail est un faux problème. Le travail n'est pas un coût, mais un investissement. Bien sûr. C'est ce qui permet aujourd'hui de développer l'économie. Par contre, on attend des politiques, et notamment, vu que vous êtes aujourd'hui sur le plateau du Front National, de cette question du coût du capital. Aujourd'hui, ce qui coûte aux entreprises, ce n'est pas le coût du travail. Si on voit la masse salariale dans les 30 dernières années a progressé, a été multipliée par 4. En même temps, les dividendes versés aux actionnaires ont été multipliés par 20. Aujourd'hui, les dividendes versés aux actionnaires coûtent grosso modo 180 milliards d'euros aux entreprises. Les exonérations sociales coûtent 145 millions d'euros. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème du coût du travail, mais du coût du capital aujourd'hui sur lequel on a besoin de discuter. Après, sur cette question de l'immigration. L'immigration, je pense qu'au contraire, c'est un bien fondé pour l'Europe. Aujourd'hui, on a voulu une Europe solidaire. Par contre, l'Europe qu'on souhaite nous construire, l'Europe du capital, bien évidemment, celle-là, il faut la combattre. Nous, ce qu'on revendique à la CGT, c'est une Europe sociale où on tire les salariés vers le haut. Et pour tirer les salariés vers le haut, il faut qu'il y ait vraiment une politique au niveau de l'Europe qui défend les emplois industriels, mais qui mette la question du salaire, des conditions de travail, du logement au centre des débats. Aujourd'hui, on voit plutôt l'orientation qui est prise. D'ailleurs, on voit bien tous les plans d'austérité qui sont proposés dans les différents pays d'Europe, en Grèce, à Chypre, en Espagne, au Portugal, ne sont pas les réponses, étant donné que dans ces pays-là, le chômage continue à se développer et l'emploi continue à se dégrader. Monsieur Sanchez, ce n'est pas la réponse. Sur cette question européenne qui est assez centrale, on va dire, dans le programme du Front National, est-ce que vous croyez à
une nécessité aujourd'hui, même peut-être de sortir de l'Europe finalement, de se dire que c'était un mauvais choix. Est-ce que vous pensez la même chose aujourd'hui à CGT? Sortir de l'Europe aujourd'hui, ça serait la pire chose qui puisse arriver à la France. Ça serait la pire chose qui puisse arriver à la France. Dans l'industrie, il faut savoir que 70% des chefs d'entreprise sont des chefs d'entreprise étrangers. Donc les capitaux qui aujourd'hui permettent le développement de l'industrie en France, c'est des capitaux issus des grands groupes industriels de l'étranger. Vous êtes bien placé sur le département de la Loire pour savoir aujourd'hui que les capitaux de l'industrie viennent notamment de l'industrie allemande. On a eu des cas d'école autour des entreprises comme Maviloire, où c'est le groupe ThyssenKrupp qui a pris décision de délocaliser et de fermer cette entreprise pour réindustrialiser les produits de forte valeur ajoutée en Allemagne et les produits de moins forte valeur ajoutée vers les pays à bas coût. Si on sort de l'Europe, il faut qu'on nous explique comment aujourd'hui la France pourra développer une économie au service des populations en sortant de l'Europe qu'on souhaite, nous, au contraire, construire. Une Europe sociale, bien évidemment. Si vous me permettez, je vous rappelle quand même que la France donne beaucoup plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit par ses subventions. C'est un écart quand même de 7 milliards d'euros. La chance qu'on a dans la Loire, c'est qu'on a un département qui reste un des départements de Rhône-Alpes le plus industriel. Pourquoi? Pas grâce à l'Europe, pas grâce à nos politiques, elle le reste par la main-d'œuvre. Parce qu'on a des gens qui, de génération en génération, ont réussi une transmission du savoir-faire. Si dans le nord du département, on a encore du textile, malgré la concurrence qu'il y a ailleurs, c'est parce qu'on a encore ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut le protéger. Et ce n'est pas l'Europe qui va le protéger. Madame Robert, quelle est la position aujourd'hui du Front National sur un point qui fait en tout cas débat énormément, c'est l'accord national interprofessionnel, l'accord de flexi-sécurité, tel en tout cas qu'on le présente. Quelle est votre position là-dessus? Et je voudrais votre réaction bien sûr derrière, Monsieur Sanchez. Alors, le Front National est quand même un parti ouvrier important. Vous savez que les syndiqués en France représentent 7% pour 40% en Europe. Nous sommes pour le syndicalisme, c'est vrai, parce qu'il faut que les salariés se défendde. Sur l'accord, est-ce qu'il faut plus aujourd'hui de flexibilité qu'il n'y en avait jusqu'à présent? Non, je crois qu'en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les salariés doivent se défendre leur filière, c'est sûr, mais pas d'une façon politisée. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, la CGT, vous représentez peut-être 4% des ouvriers, parce que vous ne répondez plus aux questions des ouvriers. Les ouvriers voient bien que ce n'est pas l'Europe qui va les défendre. Donc, Monsieur Sanchez. Sur ce dernier point, vous avez dû suivre l'actualité. La CGT reste quand même première organisation syndicale française. Les résultats de la représentativité hier ont été significatifs. Il y a eu les résultats dans les entreprises des TPE où la CGT, là encore, est nettement devant les autres organisations syndicales. Donc, on a quand même, vis-à-vis des salariés, une écoute par rapport à ce que porte la CGT en termes de revendications, que ce soit sur les salaires, les conditions de travail et l'emploi. Pour revenir sur l'accord national interprofessionnel dit de sécurisation de l'emploi. Au lieu de sécuriser l'emploi, il va le précariser. C'est un terme fort que la CGT veut mettre en avant. On ne peut pas nous dire que ces accords de sécurisation de l'emploi, ça serait une nouveauté qui permettrait de maintenir les emplois industriels en France. On a des exemples, nous, dans les métallurgies, où il y a des accords de compétitivité qui ont été signés, pas très loin d'ici, à Bosch-Vénissieux, qui est un cas d'école, premier accord qui a été signé en 2004 pour, soi-disant, maintenir une industrie forte et développer, y compris les réseaux de sous-traitance autour de cette entreprise de Vénissieux. Force est de constater, en 2013, que cette entreprise est sur le point d'annoncer, peut-être on ne le souhaite pas, une fermeture. Et autour de ce groupe Bosch, c'est 3000 suppressions d'emplois qui seraient annoncées. Donc les accords de compétitivité, de flexibilité ne sont pas une réponse aujourd'hui pour développer et maintenir les emplois industriels en France. Il y a d'autres solutions qu'on souhaite développer. C'est que du vent, ces accords, parce qu'on est liés par les traités européens qui ne nous permettent pas de faire ce que l'on veut. Moi, j'ai sous la main votre dernier communiqué de presse. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que le gouvernement de M. Hollande n'a rien à envier à celui de M. Sarkozy parce qu'ils ne défendent pas notre industrie. Ils ne peuvent plus. Les règles sont faites par Bruxelles. Et donc nos ouvriers ne sont pas protégés. Frédéric Sanchez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur le plateau de La Voix Libre. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
La Fondation Abbé Pierre vient de publier son rapport sur le mal-logement en France et en Rhône-Alpes. Ce rapport fait autorité car il dresse un constat détaillé et rigoureux de la situation de l'accès au logement dans notre pays. L'un des aspects mis en exergue par le travail d'enquête porte sur les déséquilibres patents entre les territoires, en résumé des villes sans emploi mais avec des logements, par exemple Saint-Étienne, et des villes en manque de logement mais avec des emplois, c'est le cas de Lyon. C'est le sens de l'interpellation que vous adresse le délégué régional de la Fondation Abbé Pierre. Il s'appelle Marc Curie, on l'écoute. Sophie Robert, bonjour. Depuis 10 ans, 500 000 personnes sont venues des régions en difficulté de France vers Rhône-Alpes pour essayer de se rapprocher de l'emploi. À côté de ce phénomène, les villes moyennes se dépeuplent. Roanne, Tarare, Romans-sur-Isère, La Tour-du-Pin. Là aussi, les personnes essayent de se rapprocher des bassins d'emploi. Il n'y a pas de compétition entre immigrés et Français, mais plutôt un problème démographique global interne à la France à régler. Il n'y aura pas de solution non plus par une mise en compétition des territoires ou des groupes sociaux toujours plus nombreux à être concernés par les difficultés de logement. Donc ma question est la suivante. Qu'imaginez-vous pour renforcer des logiques de coopération et de solidarité à la place des solutions de mise en compétition des publics comme des territoires? Alors, avant de répondre à la question de M. Uri, je voudrais expliquer quand même ce monsieur de la Fondation Abbé Pierre, qui est quand même un monsieur qui est pro-Rome, pro-immigrationniste, qui veut accueillir toute la misère du monde. Juste, Madame Robert. Non, mais Madame Robert, vous êtes au courant du principe de l'émission. Marc Curie, délégué régional de la Fondation Abbé Pierre, vous a posé une question. Oui. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que vous délégitimiez finalement non, pour lui répondre, je voudrais dire qui il est en fait quand même. Si vous pouviez répondre à la question. Je vais répondre à la question. La Fondation Abbé Pierre, encore une fois, dresse chaque année un constat qui est quand même considéré comme un des analyses les plus fines aussi sur le mal-logement. Oui, qui est très orienté. Et ce monsieur est très orienté, puisque je vous signale que le 21 janvier, peut-être, il a exprimé ses positions pour le marxisme. Le marxisme, je vous le rappelle, c'est 100 millions de morts. On vous pose une question qui est une question sur la solidarité entre les territoires, qui est un constat aussi de ce qu'on fait au quotidien. Sur effectivement Lyon qui n'a plus de logement à proposer quasiment, qui vit une crise de logement qui fait qu'un certain nombre de personnes vont à l'extérieur de la ville. Et alors si vous me laissez répondre, effectivement dans la Loire par exemple, vous avez la ville de Saint-Étienne où on a des logements, je pense qu'on est le département qui a le mètre carré le moins cher de France, on a beaucoup de logements vides. On a eu un changement de population à Saint-Étienne et effectivement, tous les Stéphanois sont partis. Alors il faut se poser la question, pourquoi ces gens sont partis? Comment on peut faire pour rééquilibrer les territoires? C'est une politique générale. La ville de Saint-Étienne est sale, pleine d'insécurité. Les gens n'en peuvent plus de subir ce qu'ils subissent dans la ville de Saint-Étienne. Ils sont partis dans les campagnes. Et je pense que ce n'est pas un bon moyen de vouloir substituer ce qui se passe dans les villes, dans les campagnes. Je prends l'exemple, par exemple, un exemple assez emblématique d'une petite commune de la Loire, Régny. Régny, qui a une grosse entreprise textile qui a fermé, qui s'appelle Jala. Ce village a donc un fort endettement. Et il se trouve qu'à cause de la loi qu'on impose aux petites communes des 10% de logements sociaux, on a vu une arrivée massive de personnes qui sont des Roms, que défend M. Uri, qui sont arrivés dans ces logements sociaux. Ils avaient été refusés dans la région lyonnaise, ils ont été acceptés par le sous-préfet de Roanne. Et donc, ils amènent... Donc, en gros, vous dites ce que dit Front National, effectivement, que la question, c'est encore une fois l'arrivée de nouvelles populations, mais la question de la solidarité et donc, pour votre territoire ne se pose pas. Si, il n'y a pas une corrélation telle qu'elle est relevée entre, effectivement, développement économique et mal logement. Alors, il faut réserver, effectivement, les logements sociaux aux Français. Priorité aux Français. Voilà ce qu'on demande avant tout. Depuis 5 ans, Gilles Garrigos dirige la tannerie à Bourg-en-Bresse. Venez nous rejoindre, Monsieur Garrigos. La tannerie, c'est un lieu permanent dédié aux musiques actuelles sur le département de l'Ain. Musiques actuelles, on va juste préciser le propos. Les musiques actuelles, c'est un peu tout ce qui n'est pas des musiques savantes, c'est-à-dire, pour faire simple, tout ce qui n'est pas des musiques classiques. Donc ça va regrouper le rock, le jazz, la chanson, le rap, l'électro... Voilà. Alors on va préciser aussi, c'est très important que la tannerie, c'est le seul lieu du département de l'Ain, la seule scène en fait ouverte aux musiques actuelles. Exactement. Alors je vous ai rassemblés tous les deux parce qu'effectivement c'est un thème, la culture, sur lequel on interviewe relativement peu des représentants du Front National, alors que vous avez un propos dans vos différents programmes, et vous n'hésitez pas notamment régulièrement de dénoncer ce que vous appelez l'opacité et le clientélisme.
Tout à fait. Alors, si vous me permettez, je voudrais vous exprimer ce que personnellement je ressens vis-à-vis de l'art. Je suis très heureuse d'être interrogée là-dessus, parce que je pense que l'art, chacun de nous l'a au fond de soi. L'art, c'est et la culture, c'est la reproduction de ce qu'on voit, qui est beau, les choses qui suscitent une émotion. Et il y a des gens qui sont capables, avec beaucoup de travail, de retranscrire ça par le chant, par la danse, par la scène théâtrale, par la peinture. Et donc c'est quelque chose qui est à tout le monde. Et je m'aperçois qu'en France, depuis, on va dire, les années 68, il y a eu un peu un hold-up de la culture en France, et que les budgets de la culture sont captés que par certains. Et quand je vois effectivement que je vais dans un musée d'art moderne de Saint-Étienne, par exemple, après on parlera plus de la scène qui vous concerne, et que je vois une boîte en carton avec dedans effectivement une ampoule, et que finalement, je me dis, je suis trop bête pour comprendre cet art, j'ai pas assez de culture. Je voudrais faire réagir quand même, Gilles Garrigou, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que je peux terminer juste, s'il vous plaît ? Et qu'à côté de et ce sont des gens qui sont subventionnés par les DRAC, par la région, par le Conseil général, par l'État. C'est des sommes énormes qui passent dans ces collectivités pour la culture, et qu'à côté de ça, je me promène à Paris ou à Lyon, et que là, je vois des gars qui sont en train de dessiner à la craie grasse des choses magnifiques, splendides, que ça va être lavé par la pluie, et que ces gens ne sont pas subventionnés. Il y a un hold-up, il y a une mafia. Alors, Gilles Garrigou. Alors bon, il n'y a pas de hold-up, il n'y a pas de mafia, ça c'est à peu près sûr et certain. C'est un peu un fantasme que le Front National relaye depuis quand même assez longtemps. Je suis pas sûre. Vous avez fait une longue introduction, si je puis dire, donc on va écouter Gilles Garrigou. Juste pour dire, sur votre définition de l'art, le beau dans l'art, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif, puisque le beau, chacun a sa vision du beau et peut considérer quelque chose de beau ou pas beau. Quelque chose qui émeut. L'émotion, là, par contre, voilà, on peut être tout à fait d'accord là-dessus, effectivement. L'émotion, ce qui va se dégager d'une œuvre d'art. Et là, c'est pas nécessairement la beauté de la chose, ou en tout cas la beauté esthétique de la chose qui va procurer cette émotion. Donc là, il y a des choses à voir. Ensuite, la façon dont la culture et les arts sont financés et proposés à la population est en constante évolution également. Les choses évoluent, les choses bougent, et effectivement, la culture et les arts sont à tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de les mettre à disposition et au contact du maximum de plus large partie de la population. Et toutes les équipes artistiques travaillent dans ce sens-là. On va être clair, c'est votre vision, en ce qui vous concerne. Je pense qu'elle est très fausse. La tannerie, 70% de subventions pour fonctionner. Sans ça, évidemment, vous ne pourriez pas fonctionner. Tout à fait. Quelles sont les obligations qui vous sont fixées pour recevoir cet argent ? Alors, on a des missions de service public, c'est-à-dire qu'on doit rendre des services à la population et aux artistes. On est là pour ce travail-là. Et alors, les missions, c'est de promouvoir un accès le plus large possible. Alors ça, c'est le fait d'avoir des tarifications qui soient justement adaptées à la réalité économique du territoire, en l'occurrence, mais aussi de proposer une grande variété, une diversité des propositions artistiques. C'est-à-dire ne pas se cantonner à certains styles, à certains types d'artistes. Et on essaye vraiment, et notamment du fait qu'on soit sur un territoire où on est les seuls dans les musiques actuelles, de proposer un éclectisme vraiment important en termes de musique. Voilà, ça c'est nos missions. Et bien évidemment, de faire participer la population. Alors on est un lieu de diffusion, c'est-à-dire qu'on propose des concerts, mais aussi on est un lieu de création pour les artistes. Ils viennent travailler chez nous. Et on est aussi un lieu de répétition pour les artistes amateurs. Donc là, la population est présente dans le lieu, participe à ce qui s'y passe. Heureusement, c'est quand même l'argent du contribuable. Tout à fait d'accord. Ça, c'est la base pour moi, effectivement, de l'action qui doit être menée en termes culturels. J'imagine que c'est une émission, du coup, auquel vous adhérez ? Non, parce que je trouve que, justement, la culture est souvent politisée. Je vois sur votre scène, par exemple, en regardant sur Internet votre programmation, j'étais très choquée de voir qu'avec l'argent du contribuable, vous recevez dans quelques temps Kenny Arcana, par exemple, en concert, tout à fait, ouais. Qui, quand même, écrit une chanson, Le front de la haine.
Mais c'est quand même incroyable, les paroles, ton bleu, blanc, rouge, mes cœurs, moi je suis une citoyenne du monde, nique ton système Le Pen, j'appelle à la désobéissance civile, j'emmerde le Front National, anti-Front National, enfin, c'est tout ça. Et moi, ce que je vois de l'expérience... C'est une expression politique. Mais il n'y a pas lieu de la censurer dans le débat public. Ça fait partie du débat public. Ah non, il n'y a pas que ça. Alors là, vous vous trompez complètement. Il n'y a pas que ça. Il y a des artistes, bien évidemment, il y a des artistes comme ça qui sont engagés, qui ont une révolte, qui portent un message. C'est marrant, ils sont toujours engagés du même côté. Et ce que je vois quand même aussi, c'est que moi, quand je vois que les écoles sont envoyées par car pour voir des spectacles. La semaine dernière, ma fille de 7 ans... en l'occurrence. Là, je vous parle de la Loire, excusez-moi, je suis de la Loire. Son école l'emmène à Roanne pour voir un spectacle. Elle a 7 ans. Un spectacle, moi je suis très heureuse parce que j'aime beaucoup emmener mes enfants voir des spectacles, que ce soit la Bâtie d'Urfé ou même, je vais au moins Molière chaque année. Enfin, j'essaye de les ouvrir à ça. L'école les emmène. Les parents doivent payer quelque chose. C'est quand même... Tout ça est financé par les collectivités. Ma fille revient, je lui dis c'était bien. Elle me dit mais c'était nul, il y avait plein de bruit. Oui, en fait, c'était pas de la musique, on tapait sur des casseroles. Oui, mais il y avait une belle danse, c'était beau. Non, il y avait un monsieur sur scène, il arrêtait pas de bouger, on comprenait rien. Il y a un problème, les enfants ne mentent pas. Il y a quand même... C'est vrai que vous prenez un exemple, on est bien d'accord, Madame Robert. Oui. C'est la deuxième fois dans cette émission que vous prenez un exemple et vous avez tendance du coup à généraliser. Là, pour le coup, c'est un exemple sur un cas qui peut-être effectivement, ça n'a pas bien correspondu aux attentes du public en l'occurrence. Voilà. La question qui était posée derrière, vous voyez, c'est la question du contrôle sur le contenu. Et on va terminer là-dessus, la question sur le contrôle du contenu. Moi, je voudrais dire quand même qu'il y a un décalage entre ce que proposent les organismes qui sont subventionnés et les envies du public. Et les envies du public, elles sont diverses. Je ne suis pas complètement persuadé de ça. Là, j'ai deux exemples. Effectivement, deux artistes contemporains. Je la mets à l'envers. Un artiste qui est subventionné et un qui ne l'est pas. Je suis désolée, si les gens qui nous regardent préfèrent cet artiste-là... Vous avez bien préparé l'émission, hein ? Oui, j'ai essayé. C'est pas parce qu'ils sont bêtes et qu'ils ne sont pas cultivés. C'est parce qu'effectivement, ça suscite une émotion chez eux. C'est par Gilles Garrigou, ce qui va durer conclure cette partie-là, si vous le voulez bien. Là, en l'occurrence, ça peut susciter une émotion, et quand on a une certaine culture artistique et de l'histoire... Non, mais nous, on est bêtes, c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Justement, le travail qui est fait, et vraiment depuis longtemps dans les structures artistiques, c'est justement de faire de la médiation et d'essayer également d'expliciter le travail qui est fait par les artistes. Parce qu'il y a effectivement une réflexion intellectuelle dans l'acte artistique, et cette réflexion intellectuelle, elle a besoin aussi d'être amenée au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Garrigou, d'avoir accepté le débat, de venir débattre ce matin. Merci. La Voix est libre refait la première mi-temps. On va retrouver dans 5 minutes Paul Satis pour le face-à-face. Mais d'abord, le journal régional préparé par les rédactions de Lyon et de Grenoble. Pas qu'oblige. C'est Soria Kaldoun qui présente ce matin. Voilà, après le générique, la deuxième mi-temps de La Voix est libre. Aujourd'hui, La Voix est libre de Sophie Robert, secrétaire départementale du Front National et conseillère régionale. Nous allons accueillir maintenant, c'est la deuxième partie, le face-à-face avec Paul Satis. Bonjour Paul. Bonjour. Installez-vous. Alors, on va commencer comme d'habitude par une phrase qui ne va pas nous rajeunir, puisqu'elle a été prononcée en 1987. Vous la connaissez, cette phrase, bien évidemment. Qui ne la connaît pas ? Je vous la lis, elle est signée Jean-Marie Le Pen. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, je dis que c'est un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Une phrase qui aurait de reste valu à Jean-Marie Le Pen une condamnation. Vous aviez 15 ans, Sophie Robert, quand Jean-Marie Le Pen a prononcé cette phrase. Vous avez milité très tôt au Front National, on l'a dit tout à l'heure, à 16 ans. Est-ce qu'à l'époque, elle vous avait choqué ? Non, elle ne m'avait pas choquée parce que j'avais eu l'intégralité du reportage et qu'elle ne m'avait pas choquée. C'est pas un reportage en l'occurrence, c'était une interview à RTL. Oui, j'avais vu l'intégralité. Mais enfin, moi, ça m'étonne que vous en soyez encore à m'interroger sur des choses comme ça. Vous vous rendez compte, la question, vous la pose parce que vous avez adhéré très tôt au Front National. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir aussi... plutôt quelles sont les propositions qu'on a pour répondre. On en a parlé dans la première partie, Madame Robert, de l'émission. Madame Robert,
On vous pose cette question pour savoir quelle est aujourd'hui l'idéologie du Front National. Le Front National a quand même beaucoup flirté avec le négationnisme. Jean-Marie Le Pen a été condamné à de multiples reprises là-dessus. Est-ce que vous adhérez aujourd'hui à ce type de propos ? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre mes concitoyens. C'est l'histoire de votre... histoires-là. Madame Robert, c'est l'histoire de votre parti dont vous êtes adhérente depuis l'âge de 16 ans. Voilà, j'ai reçu Jean-Marie Le Pen la semaine dernière. Absolument. Avec grande fierté dans la Loire. Il a été accueilli par des centaines de jeunes qui étaient très fiers de le recevoir. Oui, c'est un homme, c'est, je crois, le plus grand tribun de l'histoire politique de ces dernières années. Oui, il a le courage nécessaire. Il a eu le courage de jamais mettre son poing dans sa poche et de défendre tous les Français. C'est un maître à penser pour vous ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans sa pensée ? La défense des Français, avant tout. Alors, 87, main propre et tête haute. 87, ça semble vous paraître un peu vieux, donc je vais prendre des exemples plus récents. Vous avez par exemple élu sur la liste dont vous avez fait partie au Conseil régional Alexandre Gabriac, aujourd'hui à la tête des Jeunesses nationalistes. Oui. Yvan Benedetti a été élu conseiller municipal de Vénissieux sur une liste du Front National, après avoir été exclu. Il doit d'ailleurs peut-être être réintégré au mois de juin, puisqu'il n'a été exclu que 2 ans, monsieur, pour 2 ans. Monsieur Benedetti. Ça, je ne sais pas exactement. Je les vois de temps en temps à la région. Est-ce que vous êtes contente, finalement, heureuse de les avoir vus partir, qui représentent la branche un peu extrême du Front National ? J'ai été très heureuse de travailler avec Alexandre Gabriac, qui était très compétent et qui a mis toute son énergie pour défendre les Français. Après, ce qui s'est passé, oui, j'en suis navrée. Il dérape quand il fait un salut nazi sur une photo ? Oui, je ne sais pas si cette photo est vraie, je ne pense pas, le connaissant. Voilà, c'était facile de faire un montage, c'était facile de faire... Pourquoi le Front National l'a-t-il exclu alors ? Parce que, je ne sais pas, il faudrait poser cette question à Marine Le Pen directement. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut avancer pour faire avancer les choses dans notre pays. Après, des petites histoires internes, je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir, ni de la droite, ni de la gauche, qui sont tous les mains trempées dans des magouilles. Et c'est pour ça que les Français ne s'intéressent plus à la politique française. Est-ce que, avec Marine Le Pen, justement, l'idéologie du Front a changé ? Justement, on se débarrasse de ces gens qui sont tendancieux, ou c'est la même idéologie que celle de Jean-Marie Le Pen ? C'est la même défense des Français, c'est la même volonté de mettre d'abord les Français avant le reste. Voilà. C'est les mêmes solutions, sauf qu'effectivement, Marine est une femme jeune, que c'est pas la même génération que son père, donc elle ne l'exprime pas de la même façon. Mais nous avons des solutions pour sortir les Français de cette situation-là. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire finalement la stratégie de dédiabolisation, telle qu'on a pu l'appeler, finalement, c'est pas ça. Enfin, du coup, on est dans une espèce de continuité tout à fait normale, une continuité idéologique. Non, pas du tout. C'est M. Benedetti qui dit justement, par exemple, sur le site de l'œuvre française, qui dit « Je suis contre la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen ». C'est M. Benedetti, il a besoin il a besoin d'être entendu par les médias. Moi, ce que je vois en interne, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de nouveaux adhérents, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui sont là et qui ont envie de se battre pour le Front National et pour que les choses changent dans notre pays. Je voudrais juste une petite question encore. Vous avez dit à plusieurs reprises, face à M. Sanchez de la CGT tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, le FN est un parti ouvrier. Alors ça y est, le FN est un parti presque de gauche maintenant. Vous êtes près des idées. Non, ni droite ni gauche, Front National, la France. Économiquement, vous n'êtes pas très loin du Front de gauche dans vos idées. Économiquement, je parle. Alors effectivement, le Front de gauche, parfois, ose dire que l'Europe est mauvaise pour la France, que l'Europe nous coûte cher, que l'Europe, c'est le désastre pour la France, qu'on le voit à Chypre, qu'on le voit en Grèce, qu'on va le voir dans d'autres pays et sans doute la France après. Mais qui est-ce qui a voté les traités européens qui nous enchaînent ? Mélenchon. Ah, la deuxième phrase qu'on va vous proposer ce matin, cette fois elle est signée d'un démographe qui s'appelle Hervé Lebras, c'était dans Le Monde. Si le Front National progresse loin des villes, il régresse dans les zones urbaines et toutes les régions qui s'en sortent économiquement. Alors ça pose la question de votre stratégie aux élections municipales qui n'est pas encore très claire. Vous n'étiez peu présent, en tout cas dans la Loire, pas présent du tout, même en 2008. Les choses ont changé parce que le Front National a eu des succès électoraux qui ont un peu regonflé ses comptes et qui ont permis d'avoir maintenant plus de moyens pour l'élection municipale. Est-ce qu'il y a une stratégie définie ? C'est-à-dire, allez-vous être présent dans les toutes petites villes, plutôt en zone périurbaine, sur les grandes villes, Lyon, Saint-Étienne, etc. Lyon, c'est oui, par exemple, puisque Christophe Boudot a annoncé d'ores et déjà sa candidature.
Alors, effectivement, il y a une stratégie bien définie que j'ai déjà un petit peu annoncée. Nous voulons être le plus possible présents dans les communes. Et on a beaucoup de bonne volonté, puisqu'on a beaucoup de gens qui adhèrent au Front National et qui ne sont pas des adhérents sur papier. Quelle que soit la taille des communes, hein, on est oui, en train de nous dire. Je vais vous l'expliquer. Des gens qui vraiment ont envie de se battre aux couleurs du Front National dans leur commune. Alors, on a pas mal... Je vais vous parler de la Loire, si vous le permettez. Puisque, voilà, on voudrait présenter des listes dans les plus grandes communes, plus de 9000 habitants. Il y en a une dizaine où on a fait de très bons scores. Je peux vous les citer si ça vous intéresse. On a déjà parlé, donc, mais on voudrait comprendre la stratégie, donc on est en train effectivement de voilà. vous écouter. Et puis, on a beaucoup de personnes qui vont s'investir ou qui sont déjà adjoints au maire dans des petites communes. Que vous formez actuellement, c'est ça ? Que nous formons. Voilà. En fait, le Front National a des difficultés à faire des listes. Ça arrive souvent. À Lyon, par exemple, il y a beaucoup de gens sur les listes. On sait que le FN a parfois du mal, du fait de manque de militants. Il y a un gros changement. Il y a un gros changement actuellement. Effectivement, dans la Loire, on n'a pas présenté de liste aux dernières municipales. On n'avait pas les moyens pour. Maintenant, on a... Financier ou humain ? Les deux. Les deux. Il y a eu un gros changement. Madame Robert, serez-vous candidate aux élections municipales en 2014 ? Bien sûr. Où serez-vous candidate ? Alors, je vais vous donner un scoop. Je vais me présenter chez moi, là où mes enfants sont à l'école, là où je me suis mariée, là où ils sont nés. Je me présente à Feur pour le grand plaisir de Jean-Pierre Tête, qui, je crois, aurait aimé que je sois sur sa liste. Voilà. Est-ce qu'il y a un changement de génération aujourd'hui au Front National ? Oui. Bruno Gollnisch n'est plus là, où on va se présenter ailleurs. Vous avez remplacé Charles Perrault à la Fédération du Front National de la Loire. Jean-Marie Le Pen lui-même a laissé sa place à sa fille. C'est un nouveau Front National qui se présente à ces élections municipales. Oui, on a beaucoup de jeunes qui ont envie d'y aller, envie de se battre, envie d'apprendre. Donc on fait un gros travail de formation au niveau de nos militants. Et oui, effectivement, c'est un nouveau Front National, pas dans les idées, mais dans les effectifs. Allez, une troisième phrase qu'on vous propose. Là aussi, c'est nos confrères du Monde qui la sortent. Une interview de Bruno Le Maire de l'UMP. Ce n'est plus une digue, mais un simple lacet qui sépare aujourd'hui la droite de l'extrême droite. Vous n'aimez pas ce qualificatif d'extrême droite, on sait, Marine Le Pen le réfute à chaque fois. Moi, je vais vous citer, Madame Robert, dans des propos qui vous sont rapportés dans la tribune Le Progrès du 20 mars dernier. Vous dites « Certains membres de l'UMP font la danse du ventre devant nous ». Oui, effectivement, on s'aperçoit que tous ces politiques de la Loire, je les appelle les ventres jaunes, un peu en rapport à l'image d'Honoré Durfé qui parlait des nantis. Et moi, je les appelle les ventres jaunes parce que c'est les nantis de la politique, ils ont les postes et ils veulent les garder. Ils veulent les garder. La danse du ventre devant vous. Oui, il y a certains politiques qui sont venus me voir, des maires notamment de la Plaine du Forêt, puisque c'est chez moi, et qui viennent me dire... Bon, alors pour les municipales, peut-être que vous pourriez avoir des gens de chez vous sur nos listes et en échange, on pourrait peut-être faire des accords. Mais nous, on n'a pas d'accord à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est défendre les Français. Et la droite et l'UMP ne défend pas les Français puisqu'elle a signé tous les accords européens. Vous vous rendez bien compte, Mme Robert, qu'il y a quand même quelque chose d'un peu schizophrène en se disant... Il va falloir malgré tout qu'il y ait des accords, sinon on va manquer d'élus. Marine Le Pen le laissait entendre. Et puis en même temps, vous ne cessez de dénoncer l'UMP. Donc comment faire des accords électoraux ? Quand il y a des gens qui partagent nos idées, très bien, on travaillera avec eux. Même si c'est une carte UMP que vous cessez de dénoncer. À la région, il arrive très souvent qu'on vote la même chose que l'UMP ou que les Verts ou même que le Front de gauche. Ce qu'on remarque, ceci dit, c'est que quand à la région, on fait une proposition ou un amendement, ils ne sont jamais votés par les autres. Donc voilà, nous, là, on fait notre chemin, on a des choses et des gens à proposer, on a envie de faire des propositions pour nos communes. Ma foi, s'ils nous rejoignent sur nos idées, très bien. Madame Robert, est-ce que vous pouvez gagner des villes aujourd'hui sans des accords électoraux avec le reste de la droite ? Moi, je n'aime pas tous ces magouilles d'accords. Voilà, c'est comme ça, après la loi électorale, elle est comme ça. Ma foi, s'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, très bien. Juste pour bien comprendre, vous êtes en train de nous dire finalement, si on vient sur notre terrain, sur notre programme, notre idéologie, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire que vous aussi, vous aviez à faire un pas pour aller vers le programme des autres. Voilà, ça va dans un sens. Oui. Ça va dans un sens. Oui. Et pourtant, le compromis
Le compromis en politique, Ah c'est non, aussi mais- ça. C'est non, aussi non, non, parfois de faire un pas geste. compromis sur les idées. On peut envisager, je vois notamment certaines villes dans la Loire où effectivement on peut envisager un accord pour contrer une liste où le maire n'a pas fait ce qu'il devait, pour éviter qu'il repasse, parce qu'il a été mauvais. Et voilà, ça arrive. Dans ces cas-là, on va s'entendre sur une certaine charte, des points très importants qui pour nous sur lesquels on ne variera pas. Voilà. Sinon, des accords, non, moi je ne suis pas Mais dans des ces accords, c'est magouilles. aussi comme ça qu'avance la démocratie. C'est aussi parfois quand les uns et les autres font un pas l'un vers l'autre que l'on se connaît mieux. La démocratie, mais la démocratie, elle n'est pas représentée dans notre pays, vous le savez bien. Le mode à la proportionnelle est refusé partout. On a encore Ah, mais un pas tout petit peu Alors de justement, proportionnel justement pas au au municipal. régional. Justement pas au municipal. Vous savez bien que c'est un scrutin majoritaire et proportionnel, les élections Oui. municipales. Oui, c'est pour ça qu'on va se présenter le plus possible pour avoir des gens compétents le plus possible dans le plus possible de communes rurales ou des communes Mais plus sur les grandes. grandes communes, vous ne pourrez pas gagner ou difficilement sans faire des alliances de deuxième Ça, tour. c'est vous qui le dites Allez-vous déjà. faire des alliances de deuxième tour? L'histoire n'est pas écrite, c'est vous qui le dites. Et après, ben, effectivement, si on a beaucoup de gens dans l'opposition, eh ben, on fera changer les choses. Et il faudra compter avec la contestation du Front National dans les conseils municipaux. Moi, je suis beaucoup sur le terrain. On est beaucoup sur les marchés, on est beaucoup dans les cafés, parce que les cafés, c'est quand même le parlement du petit peuple, et on voit que les gens changent, les gens ont envie de nos solutions. Donc pourquoi est-ce qu'on ne serait pas représenté? C'est une injustice profonde. Le mariage pour tous n'intéresse pas les Français, c'est vous qui dites ça. Est-ce que la manif de dimanche dernier vous a démenti? En fait, le mariage pour tous, je voulais le dire tout à l'heure, effectivement, c'est une petite mesurette sociale, non, excusez-moi, sociétale, ce serait trop beau si c'était social, que M. Hollande a sorti pour éviter de parler des vrais sujets. Ceci dit, s'attaque encore une fois à la famille. Et moi, je suis heureuse de ce printemps français et de ces gens qui se sont bougés pour la première fois de leur vie pour dire non, stop, ça suffit. Merci à La vous. famille, on l'attaque pas. Merci à vous, Sophie Robert, d'avoir Je vous accepté notre remercie. invitation. Merci, Paul. La semaine prochaine, c'est un président médecin drômois qui sera mon invité. Claude Lécher préside le syndicat MG France, syndicat des médecins généralistes. Voilà, merci à tous ceux qui ont contribué à fabriquer cette émission. Pascal Donneau, Marie Huguet, Carole Ginet, Vincent Frumillon, Dominique Jachet, Stéphane Tranzo, Fabrice Cagnin. À la réalisation aujourd'hui, Denis Milan. Et à la préparation, bien sûr, Adrien Roux-Radonez. Très bonne journée à vous sur France 3.